Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 3 juin 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, direction les marchés, en commençant par les bourses européennes qui ont encore terminé en nette hausse mardi, la foi toujours dans une reprise économique rapide, avec entre autres bien sûr le soutien des banques centrales, l'emportant toujours largement sur les craintes liées, comme vous le savez, aux tensions commerciales avec la Chine comme aux tensions sociales aux États-Unis. Effectivement, les espoirs placés par les investisseurs dans le scénario d'une reprise économique rapide grâce à la levée des mesures de confinement et de distanciation physique dans de nombreux pays, eh bien, continuent de favoriser le retour sur les actifs risqués au point maintenant que certains analystes retournent leur veste et n'excluent plus un retour en fait sur les sommets du début de l'année, donc sur des nouveaux plus hauts historiques pour les indices US et pour le CAC, ce serait un retour quasiment sur les 6000 points. Ce sentiment l'emporte pour l'instant, on va dire, largement sur les risques liés au regain de tensions diplomatiques et commerciales entre Washington et Pékin, avec cette atmosphère, comme je vous l'explique, un peu de guerre froide, comme sur les incertitudes créées par les manifestations parfois violentes des derniers jours aux États-Unis. Encore une fois, autre soutien pour les actions européennes, eh bien, c'est la perspective de l'annonce ce jeudi par la Banque centrale européenne d'une augmentation de ses achats d'actifs. Donc plus de QE, sans doute de plusieurs centaines de milliards d'euros. Donc effectivement, face à ces annonces à venir, les injections de liquidités et du QE de la part des banques centrales, eh bien, favorisent encore une fois de plus la hausse du marché action. Côté US, eh bien, Wall Street a aussi terminé en hausse sur les signes supplémentaires de déconfinement et les espoirs toujours de reprise économique qui l'emportent sur les craintes liées à la pandémie de coronavirus et surtout sur les inquiétudes liées au mouvement de colère qui secoue actuellement les États-Unis depuis la mort de George Floyd lors de son interpellation par la police de Minneapolis. Effectivement, en fait, on a l'impression que le marché ne prête pas attention aux problèmes potentiels que ces manifestations pourraient avoir sur l'économie au niveau local, puisque les manifestations contre les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales qui ne cessent de s'accroître, parfois émaillées de pillages et d'affrontements avec la police, eh bien, se multiplient dans les villes américaines et représentent bien sûr une tragédie humaine. Mais sur ce genre de sujet, en fait, on a l'impression que Wall Street est complètement déconnecté et décorrélé en fait de la réalité du terrain. Puisqu'en fait, si ces violences continuent, eh bien, cela pourra aggraver l'impact du coronavirus sur les entreprises. Beaucoup de magasins fermeraient, il y aurait des couvre-feux et les ménages en fait ne pourraient plus faire leurs courses et cela porterait en fait un coût supplémentaire à l'économie. Mais pour le moment, encore une fois, euh, les investisseurs préfèrent voir le verre à moitié plein. Pour rappel, durant la crise des Gilets jaunes, le CAC avait subi de fortes baisses puisque les investisseurs s'attendaient bien évidemment avec ces manifestations à ce que les ménages consomment moins et que certaines entreprises soient impactées. Donc effectivement, le CAC 40 à l'époque avait pris avait cédé du terrain face à d'autres indices européens qui continuaient de monter. Et le CAC était légèrement en retard puisque forcément les manifestations et les émeutes risquaient de ralentir et d'impacter, on va dire, la consommation, surtout en période de Noël. Mais pour l'instant, les espoirs placés par les investisseurs dans le scénario d'une reprise économique rapide grâce à la levée des mesures de confinement et de distanciation, eh bien, continuent de favoriser le retour sur les actifs risqués. Effectivement, les deux gros catalyseurs de la semaine, ça va être la Banque centrale européenne demain et les investisseurs attendent à présent les nouveaux chiffres sur l'emploi du département américain du travail, attendus vendredi,
pour avoir une meilleure image de l'étendue des dégâts économiques provoqués par la pandémie. Pour rappel, le consensus s'entend un taux de chômage à 19,7%, il me semble. Quoi qu'il en soit, si on remet un peu les choses en perspective, comme je vous le disais, durant la crise des subprimes en 2008-2009, le taux de chômage était monté à 10%. Là, on sera à un taux de chômage à 20%. La Fed prévoit même un taux de chômage qui pourra encore monter aux alentours de 25 voire 30%. Mais pour le moment, on a quand même des marchés qui se retrouvent, du moins aux États-Unis, un Nasdaq qui a quasiment 1% de son plus haut historique. Donc, encore une fois, Wall Street me semble en tout cas déconnecté de la réalité économique et des fondamentaux. Côté macro, chart, alors ici on a eu ce matin on a pris connaissance du PIB suisse au premier trimestre. Force est de constater qu'il faut remonter assez loin pour voir une chute, une contraction aussi importante du PIB suisse, moins 2,6%. Donc, même les Suisses, qui sont réputés pour avoir une économie plutôt solide, subissent de plein fouet, eux aussi, eh bien, les conséquences économiques, enfin du moins l'impact économique lié au coronavirus. Et il faut remonter même en 2005, enfin 2005, pourtant pour moi 2008-2009, on voit quand même qu'on était plutôt sur une contraction aux alentours de moins 1,9. Après, on s'était redressé vers les 1, vers une contraction de moins 1,9 et 1,6, et que là on est quand même à moins 2,6. Donc effectivement, on est vraiment dans une récession historique, puisque même dans les précédents cracks qu'on avait pu avoir par le passé, montrent qu'on n'avait pas une chute aussi, enfin un record du moins, une contraction du PIB qui était tombée aussi bas. Enfin, on a pris aussi connaissance ce matin du taux de chômage en Allemagne pour le mois de mai. Toujours en légère hausse, le consensus attendait 6,2, on a eu 6,3%. Donc effectivement, on a eu une sacrée augmentation du chômage, on avait atteint un seuil aux alentours de 5% depuis de longs mois. Et là, le chômage repart à la hausse. En Allemagne, on avait 5,8 le mois précédent, on est passé à 6,3. Et le chômage pourrait encore continuer de s'accroître, effectivement, si les plans de relance de l'UE ne suffisaient pas à relancer en fait la machine économique aussi rapidement qu'espéré. Effectivement, l'ampleur des dégâts sur l'économie ne va pas se mesurer en quelques jours, mais en plusieurs mois. On pourrait avoir vraiment un véritable bilan à partir de fin août et début septembre. Donc pour le moment, il a encore n'a connaissance des dégâts sur l'ensemble de l'économie mondiale, mais l'économie pourrait vraiment en pâtir, on va dire, à partir de 2 ou 3 mois. Si effectivement le taux de chômage ne retombe pas comme aux États-Unis, ou pareil en Allemagne, où des entreprises qui pensaient avoir suffisamment de trésorerie arrivent au mois de septembre avec finalement le redémarrage n'est pas aussi important que prévu et qu'elles n'ont pas suffisamment de trésorerie pour tenir, eh bien malheureusement se retrouveront dans l'obligation de mettre la clé sous la porte et il y aura donc des entreprises qui risquent encore une fois de faire faillite au cours des prochains mois. Ainsi, le taux de chômage pourrait du moins encore augmenter et stabiliser. Hein. C'est pas parce que l'Europe vient de faire un plan de relance de 750 milliards, pareil pour la Fed qui vient de gonfler son bilan, que le taux de chômage du jour au lendemain va retomber à 5% en Allemagne et 3,5% aux États-Unis. Non, ça va demander beaucoup de temps et on n'a encore aucune certitude que tous ces emplois perdus vont être renouvelés ou que ces personnes-là vont retrouver aussi très rapidement un emploi. Côté graphique,
Tout de suite, on va commencer avec le CAC 40 qui s'envole encore de 2% ce matin. Donc, les marchés sont très haussiers depuis maintenant 2 semaines. Où en sommes-nous sur le CAC? On atteint un niveau assez important, je trouve. C'était les 4930, 4950 à peu près. C'est un niveau qui est couplé avec cette oblique haussière de très long terme, qui passe par tous les points bas ici. Donc j'ai élargi la zone parce qu'on a plusieurs niveaux de points bas en comptant les mèches. Donc on a une zone, une oblique haussière, un peu en mode canal, qui permettait de cadrer la dynamique haussière des prix du CAC 40 depuis 2012. Donc, force est de constater que ce niveau a été gapé en plus, et que là, on revient tester ce niveau, on est pile poil dessus. Entre les 4930 et vraiment, on pourrait appeler ça un énorme pullback, si on veut, sur cette oblique haute. En journalier, on travaille vraiment ce niveau. Pour le moment, c'est haussier. Force est de constater qu'on casse des résistances, que le marché a envie de monter, que le marché a envie de voir le verre à moitié plein pour le moment. On a encore les espoirs, justement, enfin le marché aussi porté par les annonces à venir sûrement de la Banque Centrale Européenne. Donc tous ces éléments font que le marché eh bien, continue de monter avec finalement peu d'éléments positifs, en tout cas. Face à des fondamentaux qui continuent de se dégrader, on a l'impression que le marché, chaque petite news, ne serait-ce qu'un peu positive, eh bien, suffit au marché pour qu'il prenne à chaque fois quasiment, voilà, 2% hier, 2% ce matin. Donc, il ne faut pas grand-chose au marché pour qu'il puisse vraiment rebondir et s'envoler vraiment à d'autres niveaux. Parce qu'on a quand même eu un rallye depuis le 22 mai. On enchaîne des séances à quasiment plus de 2% à chaque fois. Donc on assiste à un véritable rallye, un peu comme si on avait un air optimiste, un sentiment d'euphorie qui est en train de prendre place sur les marchés. D'un point de vue de Fibo, bon, on a cassé les 50, on a même gapé le niveau. Voilà, on voit qu'il y a vraiment une véritable force acheteuse, mais on est confronté à une résistance. Toutefois, faut être pragmatique et c'est haussier. Il n'y a pas de signal de retournement actuel, on n'a aucun chandelier de retournement. Pour le moment, c'est haussier sur toutes les unités de temps. On s'approche de grosses zones techniques, mais à court terme, même sur des unités de temps plus courtes, eh bien, la dynamique est très haussière. Donc, ça ne sert à rien d'être à contre-courant en fait sur ce marché. Il faudra attendre des signaux de retournement éventuellement pour se positionner et tenter un repli. Alors certes, on est dans la zone 4930 pour moi et 4000, voilà, avec l'oblique ici 4980. Toutefois, on a beau naviguer sur toutes les unités de temps, force est de constater que le marché est haussier, que la théorie de dos c'est des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, c'est actuellement le cas. Et donc en l'absence de signal de retournement, eh bien on va essayer en tout cas plutôt de profiter de cette tendance et de surveiller les gros niveaux clés. Effectivement, ici, le marché pourrait commencer à consolider en tout cas, sachant qu'on a quand même un gros gap à venir combler aux alentours des 5130 et qu'on est pile poil dessus. Donc on commence à venir aller chercher notre gap et on est en même temps bloqué par l'oblique haute et le niveau horizontal des 4930. Concernant le DAX, impressionnant le DAX. On avait quand même cette énorme zone mensuelle ici, avec la moyenne mobile 50, l'ancienne ligne de coup, donc si on la trace, et le gap, le DAX est venu gaper en fait ce matin cette zone. Voilà, clairement
ici, hein, moyenne mobile 50 juste en dessous. Vraiment la zone 11 850, donc c'est une zone large puisque c'est une zone mensuelle, un peu comme la zone qui était juste ici. Voilà, ça en prenant les mèches ici. Donc c'est une zone basse mensuelle qu'on est venu chercher. Et ici, on était sur une zone haute mensuelle. Donc là, une zone de support et là, une zone de résistance. Et le marché vient de franchir cette zone, en tout cas très facilement, et continue de sa course euh, en direction des prochains gros niveaux. Donc si on dézoome en hebdomadaire, on constate que voilà, c'était un peu la ligne de coup ici de la fameuse épaule tête-épaule. Vous voyez que les prix sont venus travailler à plusieurs reprises cette énorme zone technique ici, et là on est en train de l'affranchir à la hausse, et avec un énorme rallye depuis actuellement le 18 mai. Donc c'est pour ça que je parle d'un sentiment d'euphorie, et je trouve que le marché est capable de retourner sur les plus hauts historiques avec un taux de chômage qui augmente et une contraction du PIB historique. Donc encore une fois, ce qui montre à quel point les marchés ne reflètent pas toujours la réalité économique. Et voilà, en journalier, on a vraiment gapé le niveau. Là, ça bloquait un peu sous ce niveau et sous l'oblique ce matin, enfin hier. Et on est venu gaper. On est venu gaper pour le moment, c'est haussier, bougie flux, on prend 2,5%. Et le prochain gros niveau à aller chercher, pour moi, ce serait les 2480, 12 480. Mais c'est haussier. C'est haussier, flux acheteur. Aucun signal de retournement à court terme, bien au contraire, il faudrait au moins attendre un signal en 4 heures pour essayer de tenter un repli. Mais pour le moment, on a un véritable flux acheteur qui est en train d'emporter toutes les résistances sur son chemin et on assiste à aucun repli depuis maintenant plusieurs semaines. On évolue même dans voilà, on assiste à un rallye qui est quand même assez impressionnant en seulement voilà, 15 jours. On est passé de 10 000 points à quasiment 12 000 points. On a pris 2 000 points sur le DAX en seulement 15 jours. Donc l'espoir demeure et un sentiment d'euphorie aussi emporte les investisseurs à court terme. Concernant le Dow Jones, toujours dans son élargissement de sommet, même niveau, j'ai juste oublié de mettre la moyenne mobile 200. Donc il devrait aussi ouvrir avec un gap haussier actuellement, les futurs. Et je pense qu'on pourrait aller facilement aller chercher la moyenne mobile 200 à 26 300 points. On vient de casser notre résistance à 25 390. On pourrait continuer à allonger l'oblique, peut-être faire un excès et finalement venir chercher la moyenne mobile 200. Au moment, en tout cas, pareil, le flux est haussier. Le catalyseur pour les US, bien sûr, ce sera le NFP. Toutefois, le dernier NFP, on a eu un taux de chômage à 14%, le marché s'attendait à 18%, c'était quand même un bon chiffre. Bon. Donc on a eu une hausse derrière, et donc là ce serait pareil, hein, si le marché s'attend, on prévoit 19,7, mais au final que le marché est à 17%. Économiquement, ce n'est pas un bon chiffre, mais le consensus prévoyait 19,7, on a eu 18, c'est un bon chiffre. Donc bad news is good news finalement. Donc techniquement, il y a de la place, c'est haussier sur toutes les unités de temps, que ce soit en 4 heures, en 1 heure. On a quand même cette oblique ici qui vient coiffer les prix, que je pourrais éventuellement rajuster si je prends les mèches, et on a de la place pour le moment pour aller chercher la moyenne mobile 200. L'euro USD franchit les 1,8, on est venu taper les 1,12. L'euro est aussi porté par les annonces à venir de la Banque Centrale Européenne, donc forcément ça dope l'euro, on enchaîne, on casse des résistances une à une, la prochaine est à 1,1270. La clôture, justement, donc on va quand même attendre le discours de Christine Lagarde et de la BCE demain pour confirmer bien évidemment une clôture hebdomadaire au-dessus des 1,12. Ce serait vraiment très important que l'euro réussisse à clôturer au-dessus de ce niveau. Mais toutefois, pareil, pour celles et ceux qui sont à l'achat, eh bien, il faut remonter ses stops petit à petit. Voilà,
à chaque fois qu'on casse une résistance, on met son stop juste en dessous et ainsi de suite. On va chercher les niveaux suivants. Le prochain gros niveau, c'est les 1,1270 et le prochain, ce sera les 1,1370 et ainsi de suite. Le but, ça va être vraiment d'accompagner ce flux jusqu'à ce qu'il s'essouffle, en fait, tout simplement. Donc, effectivement, on a une petite pointe ici, elle est à 1,1239, mais ce n'est pas un gros niveau. Pour moi, les prochains gros niveaux, ce sera les 1,1270, qu'on a travaillé ici. Ensuite, de revenir chercher les 1,13 et puis les 1,14,6, et ainsi de suite. Pour le moment, on assiste à un rallye, un flux haussier, donc ça ne sert à rien de se mettre contre la tendance actuelle. Pareil, aucun signal de retournement à venir sur cette paire, c'est haussier, donc les acheteurs gardent la main. L'euro GBP qui semble consolider dans un range à venir. Pour rappel, en hebdomadaire, on est toujours dans un énorme range ici, comme vous pouvez le voir. On a effectué une rotation partielle ici, et là on a tenté de repartir à la hausse et de faire du coup, enfin, on a fait une rotation partielle, du coup on a tenté de repartir, de reconquérir la borne haute du range. Bon, là en hebdomadaire, on a ouvert avec un gap, on est en train de former un avalement baissier, mais c'est une bougie hebdomadaire et la clôture n'est pas encore terminée. Pour poursuivre cette hausse, eh bien, il faudrait que le marché réussisse une nouvelle fois en fait au-dessus des 0,8950. Les 0,8950, on voit que c'est quand même un niveau que le marché a travaillé, surtout en journalier. C'est un niveau technique important, donc on avait cassé ce niveau, et là on a eu une belle bougie lundi avec un gap, un peu un avalement qui a avalé tout ça. Et si on affine en données 4 heures, on pourrait anticiper un range à venir, un range 4 heures. Ici. Effectivement, pour le moment, on est dans un range, en tout cas j'anticipe un range à venir. Et tant que la borne basse ne cède pas, eh bien, on pourra avoir une consolidation proche de notre résistance. Pareil, le but va être de mettre en place une stratégie de ping-pong entre ces deux bornes. Mais prudence face aux annonces de la BCE jeudi, même si ça devrait logiquement soutenir l'euro, il ne faut pas oublier que le marché anticipe, que le marché peut très bien déjà avoir pricé, si vous voulez, le discours à venir de Christine Lagarde. L'euro face au yen japonais. L'euro face au yen japonais, eh bien, on s'approche d'un gros niveau. Voilà, on tente de sortir du canal haussier. Si je retrace bien mon oblique, tac. On est pile poil dessus. Donc, on se trouve à la croisée des chemins. L'euro, pareil, qui a engrangé un véritable rallye, tente de s'extraire de son canal. Effectivement, la cassure permettrait d'aller chercher, je pense, au moins la moyenne mobile de 100 en direction des 124. Pareil, donc à confirmer, on est pile poil dessus actuellement, on travaille un gros niveau. C'est un canal baissier qui est en place depuis quasiment 2018. Et la cassure par le haut permettrait à l'euro, effectivement, d'entamer en tout cas une dynamique haussière, de mettre fin à cette baisse. Il va donc falloir sortir en direction des 121, actuellement travailler les 122, 122, on serait vite confronté à cette résistance juste ici. Si on affine en données journalières, voilà, on a eu une très très belle bougie hier, on a pris plus de 1,6%. Donc on a une résistance à 122 et pour le moment on hésite et c'est vraiment pareil une nouvelle fois la clôture hebdomadaire qui permettra de donner le tempo pour la suite, qui confirmera ou non la cassure ou l'échec de l'euro sur la borne haute et dans ce cas-là on pourra avoir une dégringolade sur les niveaux de support en 4 heures. Pareil, on commence à bien rentrer dans une zone de belle zone de surachat. Mais flux extrêmement haussier pour le moment, et pareil, aucun chandelier de retournement pour celles et ceux qui cherchent en tout cas à vendre l'euro. On a une petite divergence éventuellement
qui est actuellement en formation ici, mais elle n'est pas validée. Voilà, c'est éventuellement le signal technique qu'on pourra avoir, mais cette dernière n'est pas encore validée pour tenter un repli au moins au niveau de la moyenne mobile 50, voire des 119 pour avoir une phase de consolidation. Concernant les matières premières, eh bien, le gold recule. On en parlait hier dans la stratégie bourse. Clairement, fausse sortie du triangle en H1. Derrière, on est reparti à la baisse. L'appétit pour le risque. Tant qu'il y aura de l'appétit pour le risque, même si à moyen long terme, l'or a encore de beaux jours devant lui, ce n'est pas parce que les marchés en 2019, les marchés ont pris entre 20 et 30%, l'or a quand même pris 20%. Mais quand on a vraiment un véritable appétit pour le risque, à court terme, forcément, on se dirige, du moins les investisseurs se dirigent vers les actifs risqués et délaissent les valeurs refuges comme le franc suisse et le gold. Et actuellement, le gold est encore une fois maintenu en échec sur les 1750. Et j'ai l'impression que le triangle s'épuise en fait de jour en jour, et que si on n'a pas très rapidement une nouvelle vague, et qu'on revient chercher les 1700, eh bien, le triangle sera en fait une nouvelle fois invalidé. On a l'impression que le gold, les 1750, c'est vraiment un gros niveau. Que lundi, on a quand même une belle hausse sur les marchés, mais le gold a tenu. Et là, récemment, hier et aujourd'hui, finalement, encore une fois, on a des prises de bénéfices, puisque l'appétit pour le risque est encore très présent. De ce fait, les investisseurs, à court terme en tout cas, ne sont pas intéressés par les actifs défensifs. Voilà, en données 4 heures, on prend appui sur la moyenne mobile 50. Bon, on est quasiment, on retrace aussi les 50% de cette dernière vague de hausse. Donc, c'est un peu le dernier rempart. Hein. Encore une fois, ici, c'est une zone de support, les 1719. Si on casse, ce sera direction les 1700. Mais l'or, je ne dirais pas qu'il souffre, étant donné qu'il réalise quand même une performance plutôt excellente depuis le début de l'année. Mais ne profite pas tout simplement de l'appétit pour le risque, ce qui est totalement logique. Le Brent. Le Brent qui cède du terrain, en tout cas. Alors, on va se mettre en daily pour commencer. Ça y est, on s'attaque au gap, juste ici. On entame le gros morceau. Clairement, c'est le gros morceau, c'est le gap. Donc, on a deux résistances dans le gap, parce que c'est quand même un gap assez énorme. C'est les 41,5 et les 44,5. Pour le moment, encore une fois, c'est aussi, en fait, ça n'a pas changé. Vendre ici, c'est encore un peu tôt. Le marché peut très bien aller combler le gap, avant de repartir et de retomber. Mais pour le moment, théorie de dos, des plus bas, des plus hauts, de plus en plus haut, aucun chandelier de retournement, mais alors absolument aucun. Et le marché, logiquement, devrait et pourrait être attiré par ce trou de cotation. Donc, premier gros niveau, c'est les 41,5, ensuite, c'est les 44,5. On a ce canal haussier qui permet de cadrer la dynamique et de se dire, tiens, effectivement, si et seulement si on enfonce la borne basse de notre canal haussier, on aurait éventuellement un repli à venir. Mais pour le moment, même en données 4 heures, c'est encore un peu tôt. Alors on a un repli, on a atteint l'objectif théorique du haut de range, mais aucun signal de retournement. À part là, en 4 heures, on tente de former un avalement, certes. Est-ce que c'est suffisant? La tendance est vraiment encore très haussière, je trouve, et on est vraiment entre deux niveaux, entre un niveau de support et de résistance. Donc pour moi, c'est encore trop tôt, vraiment, pour envisager un repli, en tout cas significatif, sur le pétrole Brent. Le light, c'est la même chose, seulement qu'on est dans ma zone.
Ça y est, on a atteint l'objectif théorique. On est venu taper l'objectif théorique, 2 sorties de range, et on atteint la zone trimestrielle. Donc là, le WTI, en revanche, m'intéresse. On est venu pile poil chercher ma zone. Et il tente de nous faire un peu une étoile du soir. Donc, comblement partiel du gap, en tout cas, et ça commence à m'intéresser. Voilà, là, on est sur un niveau technique important, après quand même une hausse de 200% en seulement 5 semaines, c'est ça qu'il faut se dire. On rentre dans ma zone chaude. Donc, ici, ça m'intéresse. Dommage qu'on ait ce gap. J'ai un peu peur qu'on fasse un excès, pourquoi pas un excès, vraiment une dernière accélération pour sortir un peu les vendeurs qui étaient ici pour venir combler le gap, mais j'ai ma zone trimestrielle. Encore une fois, on est vraiment dans ma zone trimestrielle ici. Elle est assez large, cette zone, on pourrait même monter jusqu'à 39, mais on est dans la zone trimestrielle, zone mensuelle, et là actuellement ça cale. Donc voyons voir la tête du chandelier du prochain chandelier à venir. Mais ici, effectivement, je pourrais comprendre que certains tentent des ventes avec des signaux de retournement. Il ne suffit pas d'identifier la zone pour se dire je vends. Il faut bien évidemment, certes, identifier la zone et derrière avoir un signal technique, que ce soit via une divergence, que ce soit via un chandelier japonais. Là, actuellement, on tente, en tout cas, on a un repli, on a à court terme une prise de bénéfice sur cette zone, mais le signal n'est pas assez significatif, je trouve, pour anticiper une grosse baisse à venir. Même en 1 heure actuellement, c'est encore un peu tôt. Voyons ce que les US vont nous réserver cet après-midi, étant donné que c'est quand même eux qui drivent essentiellement le marché pétrolier. Pour terminer ce briefing des marchés, on va s'intéresser à la crypto-monnaie Bitcoin. Alors, le BTC, grosse surprise hier. Belle bougie, hein. Belle bougie flux. Quasiment un dark cloud, enfin oui, un dark cloud cover, mais bon, ici, voilà, bull run, et derrière, boom, final, ça repart, on réintègre notre triangle. On est venu buter sur cet oblique. Voilà. Et cet oblique fait actuellement obstacle au BTC. Donc, je ne la trouvais pas très pertinente, étant donné qu'on avait seulement deux points de contact et qu'on était en train d'essayer de créer le troisième. Donc, vraiment, une oblique commence à devenir pertinente lorsque il faut 2 points de contact pour la tracer et 3 pour être validé. Et là, on tentait de valider le troisième, mais on pouvait avancer avec aucune certitude que cette oblique allait vraiment bien fonctionner. Et derrière, bel emballement, enfin en tout cas, belle hausse la veille avec ce belle bougie flux, et derrière, finalement, ça cale et on réintègre le triangle. Donc finalement, le triangle n'est pas invalidé, mais je trouve qu'il comme pour le gold, finalement, quand vous avez des belles sorties que ça réintègre, on a l'impression que le triangle perd de sa vitalité, on va dire, de sa pertinence surtout, et que les acheteurs, encore une fois, en fait, sont maintenus en échec sur ce niveau et ont vraiment beaucoup de mal. On repasse sous le canal, on réintègre quasiment, on est repassé sous la zone de polarité, donc ça sent pas super bon, je trouve. On aurait fait un gros pullback, on aurait perdu aller 4-5% au lieu de perdre quasiment, on a perdu sur les plus bas, on a quasiment perdu 8%. On aurait fait un gros pullback ici, pourquoi pas, mais là on a quand même fait une bougie flux, il faut dire ce qui est, avec un chandelier de retournement en plus. Et on repasse sous l'oblique et sous le canal et on est à la croisée des chemins pour limite repasser sous la zone de polarité. Donc pour le moment, les acheteurs gardent la main, c'est sûr, c'est toujours haussier, mais le triangle a pris du plomb dans l'aile, forcément. On n'est plus sur un joli pullback, on est vraiment sur une réintégration, même une cassure de certains niveaux.
et l'oblique haute de long terme eh bien, freine cette hausse. Donc c'est vrai que là, aller viser les 10 900 me semble, en tout cas, n'est pas irréaliste, mais la configuration technique s'est dégradée hier. Voilà, je trouve que la configuration technique s'est vraiment dégradée et que si on n'avait pas eu cette bougie, effectivement, j'aurais gardé en tête un objectif à 10 900. Et étant donné la pression vendeuse qu'il y a eu et les acheteurs qui restent toujours, on va dire, ballonnés sur ces niveaux, bien, m'invite en tout cas à la prudence sur des perspectives vraiment haussières à venir sur la crypto. Pareil, on fera le suivi vraiment cette semaine pour essayer de tenter de décrypter un peu la psychologie qui se passe vraiment sur ce gros niveau. Hein. Chaque fois, on se fait breakout, enfin échec, breakout avorté, nouvel échec, on casse. On sent qu'il y a vraiment une énorme pression ici et qu'il se passe quelque chose et qu'on est sur un gros niveau, on a du mal vraiment à déclencher une vraie hausse et d'un côté on veut pas baisser non plus plus bas, donc on est vraiment sur une grosse zone technique et une grosse zone vraiment psychologique je trouve, donc décrypter la tendance à venir est un peu compliqué actuellement sur le Bitcoin en tout cas. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Cet après-midi, j'organise aussi un webinaire sur Fibonacci que vous pouvez retrouver directement sur la chaîne YouTube de IG et aussi j'ai partagé le lien sur mon Twitter. Donc si vous êtes intéressé pour découvrir les retracements et les extensions de Fibonacci, eh bien, n'hésitez pas à assister à ce live à 14h30. Le replay sera bien sûr disponible pour celles et ceux qui ne pourront pas être présents. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.